Réduire le taux de prévalence du VIH-Sida en dessous de la barre de 1%, c'est l'objectif que se fixe le Mali en cette journée de lutte contre la pandémie. Le taux actuel est de 1,3% et le pays se dotera bientôt d'un fonds national de lutte contre le sida, assure le Premier ministre. 190 milliards de francs CFA, c'est le montant dont a besoin le Mali pour boucler le financement des investissements prioritaires dans le domaine routier. Le gouvernement et ses bailleurs de fonds sont réunis depuis ce matin en vue de trouver les moyens de mobiliser les ressources nécessaires. La semaine de la créativité et de l'apprentissage a été lancée ce matin à Ségou, une semaine pour les artisans qui exposeront leurs produits au public. Des échanges d'idées à travers des conférences sont également au programme. Nous sommes le 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida. Bonsoir et bienvenue à ce journal. Le président de la République, Amadou Toumani Touré, boucle aujourd'hui sa visite au Royaume des Pays-Bas, une visite au cours de laquelle le chef de l'État a eu des échanges politiques et a rencontré la communauté malienne vivant dans ce pays, une belle occasion de renforcer les relations entre les deux pays. Mardi, le chef de l'État et son épouse étaient les hôtes à dîner de la reine Béatrice. Auparavant, ATT avait prononcé quelques heures plus tôt un discours au Sénat néerlandais. Le point avec nos envoyés spéciaux Abdou Salam Bambara et Tchessira Dambeli. Le couple présidentiel malien posant avec la famille royale. Nous sommes mardi soir dans l'un des salons du Palais Royal à La Haye. Le dîner ensuite offert au président de la République et à son épouse par la reine Béatrix aura été le volet purement politique du voyage présidentiel à La Haye. Environ 200 convives dans le somptueux Palais Royal, un cadre idéal pour magnifier les relations de coopération et d'amitié existant entre le Mali et les Pays-Bas depuis 35 ans. Le Mali est connu pour sa longue et riche histoire. C'est un carrefour de culture qui, dans maints domaines, a contribué à la civilisation. Les Maliens en sont fiers à juste titre. Cette histoire se prolonge jusqu'à nos jours par l'impressionnant lieu de mémoire qui attire tant nombre de visiteurs. 4 d'entre eux figurent d'ailleurs sur la liste du patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. C'est avec admiration que le monde voit le Mali comme l'exemple d'une société qui s'épanouit dans le brassage des peuples et le brassage des cultures. En réponse, le chef de l'État malien n'a pas manqué de magnifier les liens privilégiés d'amitié et de coopération entre les deux pays et le voyage était l'occasion rêvée pour renforcer davantage une coopération qui s'est diversifiée avec le temps. Majesté, notre coopération avec le Royaume des Pays-Bas ne s'est jamais aussi bien portée qu'aujourd'hui. En témoigne le maintien de mon pays au rang des 15 pays partenaires sur 34 de la coopération néerlandaise au développement. En témoigne également le maintien du Mali comme le pays de concentration de l'aide budgétaire néerlandaise. Votre assistance bénéficie au secteur de l'eau, à l'agriculture et à la sécurité alimentaire. Au nombre de projets financés par le Royaume des Pays-Bas, je voudrais citer celui portant sur l'amélioration de la riziculture paysanne dans l'Office du Niger. L'appui des Pays-Bas au Mali dans le domaine de l'éducation a produit des résultats tangibles par la mise en œuvre du programme décennal de l'éducation et la culture. Au plan santé, le programme de développement sanitaire et social soutenu également par votre pays a puissamment contribué à l'amélioration de la couverture sanitaire et au renforcement des plateaux techniques de mon pays. Amadou Toumani Touré évoquera également avec la reine les menaces de la bande sahélo-saharienne ainsi que les efforts que le Mali fournit pour y faire face, un point de la situation comme quelques heures plus tôt au Sénat néerlandais. Le Mali a présenté un programme de lutte parce que nous sommes dit que la lutte contre le terrorisme n'est pas seulement une lutte militaire et armée, c'est une lutte également pour le développement. Aussi, Monsieur le Président, dans le programme spécial de paix et de développement dans le Nord, le Mali a présenté un plan national
et s'est engagé dans un plan régional avec ses voisins et les pays riverains. Et dans ce plan national, nous avons pris 2 piliers. Sécurité, défense, renforcer nos capacités de nous organiser, et un pilier développement. Il faut récupérer les populations parce que c'est les populations qui concernent l'enjeu. Ici, un discours historique d'un chef de l'État malien en ce haut lieu de la démocratie néerlandaise, l'expression d'une confiance et d'une amitié que les conseillers nationaux ont d'ailleurs souhaité voir raffermir plus pendant les mois, les années à venir. Table ronde des bailleurs de fonds ici à Bamako sur les investissements prioritaires routiers. Les travaux ont démarré ce matin. Organisée par le ministère de l'Équipement et des Transports, cette table ronde vise le bouclage du financement d'investissements productifs d'un montant de 190 milliards de francs CFA. Elle vise également à échanger avec les partenaires au développement sur la politique économique du gouvernement du Mali. En matière de désenclavement, cette table ronde enregistre la participation de plus de 10 institutions financières. Daouda Sidiki Diarra. Facteur de désenclavement et de développement par essence, la route joue un rôle important dans le renforcement de la cohésion sociale. Voilà pourquoi le Mali sollicite l'accompagnement de ses partenaires à travers cette table ronde en vue de renforcer davantage nos infrastructures routières. Les investissements proposés ici permettront, nous en sommes sûrs, d'ouvrir à un développement économique accéléré le delta central du Niger, les riches zones de Bougouni, Yanfolila et Kolondieba, et les zones du Karta et du Ouagadou. Tous des gisements de croissance encore intacts à cette date et des zones pour le Mali d'importance cruciale pour le succès de la politique de sécurité alimentaire de notre pays. Le programme ainsi proposé aux partenaires techniques et financiers porte environ sur 1100 km d'investissement routier. 35% de ce réseau routier est à réhabiliter. Il s'agit des routes prioritaires retenues dans le projet de développement économique et social du président de la République, ainsi que le programme économique régional de l'UEMOA. Vous avez bien raison de soutenir les investissements routiers au Mali, car notre pays présente des atouts favorables à une telle décision. En effet, le Mali jouit d'une stabilité politique avérée, résultat d'une forte et constante volonté politique de promouvoir la paix, la sécurité et d'une politique de bon voisinage impliquant les populations riveraines et les collectivités décentralisées. Le Mali doit relever de nombreux défis et gérer les risques qui y sont attachés et qui constituent autant de sources de vulnérabilité pour notre pays. Le gouvernement a ainsi entrepris de mettre en œuvre des plans d'atténuation efficaces et durables de ces risques de vulnérabilité. Et le programme routier de désenclavement contribue fortement à cette atténuation. Pour cette table ronde, le ministre de l'économie et des finances a focalisé son intervention sur la situation macroéconomique du Mali, les mécanismes et processus de gestion de l'aide au développement. Pour ce qui est de 2010-2011, les perspectives économiques restent fort favorables. Le taux de croissance économique devrait atteindre 6% en 2011. Le niveau de l'inflation devrait ressortir à moins de 3%, niveau maximum fixé dans les objectifs de convergence de l'UEMOA. Durant 2 jours, les participants auront à échanger sur les politiques économiques du Mali tout en passant conjointement en revue les besoins pressants de financement des infrastructures routières et les modes d'appui que les partenaires pourraient offrir en matière de financement et d'exécution des programmes. De lutte contre le VIH-Sida sera créé au Mali. C'est le Premier ministre Cissé Mariam Kaïdama Sidibé qui l'a annoncé ce matin lors de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, couplée à la campagne nationale de lutte contre cette maladie. Si aujourd'hui le taux de prévalence du sida au Mali est de 1,3%, les acteurs de la lutte comptent atteindre un taux sous la barre de 1% lors de la prochaine enquête de santé et de démographie. Le reportage de Amadou Sankare. La célébration d'une journée constitue toujours un moment privilégié pour faire le bilan des activités menées. Et en matière de lutte contre le VIH-Sida au Mali, les résultats obtenus sont jugés encourageants,
puisque le taux de prévalence est passé de 1,7% en 2001 à 1,3% en 2006, soit un gain de 0,4% en 5 ans. Ces résultats vont certainement constituer le socle sur lequel le Mali va développer sa stratégie de mise en œuvre de futurs programmes. Par rapport à beaucoup de pays, nous disposons d'un avantage comparatif très important. Nous avons un atout majeur à cause de l'existence de cet important dispositif de centre de protection mère-enfant, de centre de dépistage, de site de traitement, de dispositif d'un personnel formé sur le plan technique, mais aussi d'une loi qui est en voie de révision et qui va beaucoup lutter contre la discrimination et la stigmatisation. Dans la gestion des programmes, nous n'avons pas eu que des succès. Il y a eu aussi des difficultés de parcours, particulièrement avec le Fonds mondial. Cependant, il faut rester positif et avancer dans le sens de la reprise avec cette institution pour que les malades et les populations qui en sont les bénéficiaires ne soient pas trop affectés. Par rapport à la thématique des 3-0, 0 nouvelle infection à VIH, 0 décès liés au sida, 0 discrimination, certains axes peuvent être retenus pour réussir ce défi. Le Mali s'organisera et développera des programmes pour faire face à ce triple défi à partir de 2 axes importants. Un axe technique destiné à renforcer l'offre de services de santé de qualité et à faciliter l'accès à ces services. Un axe des droits humains orienté vers la promotion et la protection des droits de la personne grâce à l'intensification de la lutte contre la stigmatisation et la discrimination. Aujourd'hui, 80% des financements des activités de lutte contre le VIH-Sida proviennent de l'aide extérieure, d'où la nécessité de créer un fonds national. Le gouvernement mettra tout en œuvre pour renforcer les résultats obtenus en matière de lutte contre le sida, à travers notamment la création d'un fonds national de lutte contre le sida. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier la communauté internationale ainsi que les partenaires techniques et financiers pour tout l'appui apporté à notre pays. Au nom du président de la République, j'ai le plaisir de vous annoncer que tous les acteurs impliqués dans la lutte contre le sida, dont les activités opérationnelles ont été entravées ou mises en veilleuse par les investigations en cours portant sur les ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida, seront indemnisés à partir des ressources nationales spécialement dégagées à cet effet. Grâce aux résultats enregistrés, le Mali occupe le 3e rang en Afrique dans le domaine de la lutte contre le VIH-Sida. La journée mondiale de lutte contre le sida intervient au moment où la lutte enregistre de nombreux progrès malgré quelques difficultés. Ainsi, le secrétaire exécutif de ONU-SIDA a saisi l'occasion pour rappeler la nécessité de poursuivre les efforts et atteindre l'objectif 0, nouvelle infection, 0 discrimination et 0 décès liés au VIH-Sida. Je vous propose d'écouter Michel Sidibé. Cette journée mondiale de lutte contre le sida, elle se passe dans une période très difficile. Mais même pendant des périodes si difficiles, nous voyons les pays produire des résultats dans la lutte contre le sida. Nous avons moins de décès, nous avons eu plus de pays aujourd'hui qui nous disent qu'ils ont stabilisé l'épidémie, qu'ils ont même réduit d'une façon significative le nombre de nouvelles infections. Mais ce qui nous encourage encore plus, c'est l'intégration. Nous voyons aujourd'hui des mouvements sociaux comme la lutte contre le cancer et la lutte contre le sida venir ensemble. Je voudrais tout simplement rappeler aux leaders de ce monde qu'ils ont décidé que l'on devrait se battre pour 0 nouvelle infection, 0 discrimination et 0 décès dû au sida. Je crois que ce combat est un combat noble, est un combat qui est nécessaire parce que, en fait, ce 0 n'est pas seulement un nombre, c'est des vies humaines, c'est des familles, c'est des communautés. Et se battre pour 0 sera certainement le début de la fin de l'épidémie. Voilà, c'était Michel Sidibé, secrétaire exécutif de ONU-SIDA à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida.
Ici, chez nous, le Forum des femmes élues locales du Mali, qui réunit plus de 200 femmes, a donné son coup d'envoi ce matin. La journée d'échange offre l'occasion aux participantes de faire le bilan des activités menées par le réseau des femmes élues locales du Mali. Il s'agit aussi pour elles d'identifier les besoins de cette couche en vue de sa promotion. La rencontre initiée par l'Association des municipalités du Mali et ses partenaires. Le compte-rendu de Ramata Konati. 5 ans après la création de leur réseau, les femmes élues locales du Mali évaluent le chemin parcouru. Les conseillères savent maintenant que le caucus c'est leur propriété. Et le gouvernement malien et les partenaires sont informés de l'existence du caucus. Et il était question aussi de procéder à l'information et à la formation des femmes. Et on a eu à faire quelques activités d'information et de formation. Il s'agit donc d'identifier les progrès et difficultés enregistrés et de proposer des solutions en vue d'une plus grande accession de ce groupe cible aux postes de décision dans les communes. Pour atteindre cet objectif, plusieurs défis sont à relever. Entre autres, il s'agirait d'amener des institutions partenaires telles que les différents ministères à clarifier leurs engagements pour les femmes et entreprendre des actions concrètes. Que les femmes élues s'associent pour échanger ensemble sur les problèmes auxquels elles sont confrontées et de définir et d'adopter ensemble des solutions adéquates, mais de continuer à se battre pour que ces solutions soient bien adoptées. Pour le représentant du Premier ministre, cette association des femmes devra contribuer fortement à la promotion du genre dans les postes de décision. Depuis les premières élections communales à celle de 2009, il y a eu une nette progression du nombre de femmes élues. Mais nous savons tous que quelques 900 femmes élues sur plus de 10 000 conseillers ne représentent même pas 10%. Un pourcentage que les femmes élues locales veulent revoir à la hausse. Cette journée d'échange va aussi enregistrer le renouvellement du bureau du réseau des femmes élues locales du Mali. Et ce communiqué du président de l'Association des municipalités du Mali qui informe l'ensemble des invités et participants aux assises de la coopération décentralisée à la Journée nationale des communes du Mali que la cérémonie d'ouverture est prévue samedi 3 décembre 2011 à partir de 9h au stade du 26 mars sous la haute présidence du président de la République Amadou Toumani Touré. Séance plénière à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Les députés devaient délibérer sur 3 projets de loi, mais finalement, c'est un seul projet qui a été examiné et adopté. Il s'agit du projet de loi portant sur l'organisation du secteur privé au Mali, une loi qui vise à mieux promouvoir le dit secteur en vue de l'atteinte du taux de croissance de 7% que se fixe le gouvernement. Les 2 autres lois, particulièrement celle portant code des personnes et de la famille, a été renvoyée pour la séance plénière de demain. Le compte-rendu de Sidiki Dambélé. Initié par les ministères de l'Industrie, des Investissements et du Commerce, le projet de loi sur l'orientation du secteur privé s'inscrit dans le cadre des réformes visant à la promotion de ce secteur. Après analyse du document, séance d'écoute et débat, les députés sont convaincus que la mise en œuvre de cette loi permettra d'assurer la viabilité et d'accroître la contribution du secteur privé à la croissance économique du pays. La loi d'orientation du secteur privé définit les principes généraux, les orientations stratégiques, les objectifs de développement du secteur privé, ainsi que le rôle des différents acteurs et le mécanisme de pilotage, de coordination et de suivi-évaluation. Autant de motifs qui ont poussé les élus de la nation à adopter ce projet de loi. Et c'est donc un autre palier défranchi pour rendre le secteur privé malien plus dynamique et compétitif sur les marchés sous-régionaux et internationaux. Malgré cette compétition entre nationales et les offres venant d'autres horizons, je pense que les entreprises nationales souvent ont montré leur capacité à faire une compétition de façon tout à fait égalitaire et honorable. La préférence accordée à une entreprise nationale, c'est bien, mais dans le contexte un peu sous-régional et le contexte d'intégration, enfin cette approche-là mérite d'être vue dans un cadre beaucoup plus sous-régional qu'un cadre purement national.
Avant d'ouvrir le débat sur le deuxième projet de loi portant code des personnes et de la famille, le président de l'institution suspend la séance un quart d'heure à la demande, dit-il, du gouvernement. Et c'est finalement au bout d'une trentaine de minutes que la séance sera de nouveau ouverte avec les messages du gouvernement, messages délivrés par le ministre des Relations avec les institutions. Nous avons donc demandé cette interruption pour un certain nombre de raisons que nous estimons objectives. Le ministre de la Justice est actuellement en mission. Il doit rentrer ce soir. Et ensuite, le chef du gouvernement veut se donner le temps de rentrer en consultation avec un certain nombre des membres du gouvernement pour pouvoir mieux se préparer par rapport à ce dossier. Les élus de la nation prennent acte de la demande, mais posent tout de même leurs conditions. Nous donnons 24 heures au gouvernement, vraiment pour se remettre à jour. Moi, je vous propose que demain à 10h, nous nous retrouvions ici pour examiner ce projet. En tout cas, les députés sont déterminés à voter ce projet de loi sur le code des personnes et de la famille, car estimant que c'est désormais un texte consensuel qui a fait l'objet d'un travail habile et minutieux. Attendons de voir donc. C'est donc demain vendredi que reprennent les travaux. Les ministères en charge de l'éducation et de la formation professionnelle viennent de tenir une réunion extraordinaire avec les partenaires techniques et financiers. Il a pour objectif d'identifier les problèmes liés au financement de l'éducation afin de trouver des solutions idoines. Elle est aussi une occasion pour parler des grands défis des secteurs de l'éducation et de la formation professionnelle. Brahima Kone. Cette réunion se veut un cadre de renouveau du dialogue politique entre le gouvernement du Mali et les partenaires techniques et financiers contribuant au financement de l'éducation. Les participants ont échangé sur le suivi de la mise en œuvre du programme d'investissement dans le secteur de l'éducation PIS 3. L'année 2012 sera très importante et comportera plusieurs défis. Ce sera en effet l'année de la vérité, on peut dire, sur les réformes essentielles au niveau de l'éducation, comme identifié dans les documents du PIS 3, avec la généralisation du curriculum et l'utilisation des langues nationales, avec le relèvement des temps de l'apprentissage et le temps d'enseignement, avec la poursuite de la décentralisation et le transfert des ressources et des compétences aux collectivités territoriales, avec toute la gestion de flux et les réformes de l'enseignement supérieur. Le ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de langue nationale a passé au pain fin les défis à relever. En 2012, environ 81% des ressources budgétaires du ministère de l'Éducation, de l'Alphabétisation et des langues nationales seront transférées aux services déconcentrés et aux collectivités territoriales, dont près de 55% pour les collectivités territoriales. Plus spécifiquement, le gouvernement s'est engagé au plan de la qualité des apprentissages à développer des standards nationaux de lecture pour le niveau 1, c'est-à-dire la première et la deuxième année de l'enseignement fondamental, à améliorer le temps scolaire. Tout au long de cette séance, certains défis ont retenu notre attention. La mobilisation du reliquat du gap de financement de la requête FTI, la création d'une capacité critique d'accueil dans la formation professionnelle, l'ouverture des universités de Bamako et de Ségou. La concentration du dialogue politique sur le suivi de la mise en œuvre du PIS 3 devra permettre de relever les défis de la qualité et de l'orientation vers un système éducatif plus performant. L'égalité de chance et de traitement entre les hommes et les femmes, intégration des questions genre dans le pacte mondial pour l'emploi, c'est le thème des travaux organisés par le Bureau international du travail BIT, 3 jours de débat qui ont permis d'échanger d'expériences en vue d'une meilleure intégration du pacte mondial pour l'emploi au Mali. Fatoumata Kone. Plus d'hommes travaillent dans le monde que de femmes. Selon l'Organisation internationale du travail, l'OIT, le taux de chômage des femmes est de 7% contre 6,3% pour les hommes.
C'est pour corriger cette disparité que le Bureau international du travail BIT vient d'initier ce forum sur le pacte mondial pour l'emploi, l'égalité des chances et des traitements entre hommes et femmes, l'intégration des questions de genre dans le pacte mondial pour l'emploi. Dans le domaine du travail et de l'emploi, la relecture en cours du Code du travail mettra également l'accent particulier sur l'interdiction de toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Il ne s'agit plus des règles et des principes qui sont tout à fait égalitaires, mais il s'agit de la mise en œuvre. Et c'est à ce niveau que certainement les inégalités sont les plus criardes et les plus visibles. Pour relever ce défi, une synergie d'action s'impose. Que nous sommes en train de préparer l'émergence au niveau politique, c'est-à-dire les postes électifs, avoir la responsabilisation aux postes politiques, aux postes administratifs et même dans la vie courante. Ce forum a été suivi d'une table ronde au cours de laquelle les débats ont porté sur les enjeux et défis du pacte mondial pour l'emploi, l'impact de la crise économique sur une travailleuse malienne, le mécanisme de création d'emplois et de revenus décents. Le ministre, mais avant d'aller au ministre de l'Environnement, les responsables de l'Agence japonaise de coopération internationale ont remis ce matin au ministre de l'Élevage et de la Pêche les clés du marché central aux poissons de Bamako. Cette cérémonie de remise intervient 10 mois après la cérémonie de pose de la première pierre des travaux de construction du marché qui va accueillir désormais les vendeurs de poissons à travers ce projet de plus de 4 milliards entièrement financé par la coopération japonaise. Le gouvernement de la République du Mali ambitionne d'atteindre 3 objectifs essentiels, à savoir la promotion de la sécurité alimentaire, la création d'emplois pour les femmes et les jeunes et la lutte contre la pauvreté. C'était donc là la remise des clés du marché de poissons de Bamako. Le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement a ouvert à Bougouni les travaux de la 8e session du comité de pilotage du projet de gestion décentralisée des forêts GDFOR. Cette rencontre des acteurs en charge de l'environnement a fait le point des activités menées par le programme en matière de protection forestière. Adama Koulibaly. La rencontre des membres du comité de pilotage du programme de gestion décentralisée des forêts GDFOR tenu à Bougouni avait pour objectif de permettre à ce groupe restreint en charge de gérer le programme d'échanger. Échanger d'abord sur les tâches confiées à chacun des membres du comité, mais aussi celles confiées aux communautés encadrées bénéficiaires des retombées du programme. Cette rencontre appelée session était la 8e depuis le lancement du programme il y a 2 ans. Les travaux ont permis de faire le compte rendu de la 7e session, le point d'exécution de ces recommandations, de discuter le rapport d'exécution technique et financière du 2e semestre de l'année 2011 et de valider le plan de travail du 1er semestre 2012. Le programme GDFOR a une durée de 3 ans et demi. Il est cofinancé à hauteur de plus de 5 milliards 374 millions de francs CFA. Ces bailleurs sont la Norvège, la Suède et le gouvernement du Mali. Pose de la première pierre ce jeudi du centre de formation professionnelle de Yorosso en 3e région. Il est financé par la coopération luxembourgeoise à hauteur de 225 millions de francs CFA. C'était en présence du secrétaire général de la présidence de la République. Le reportage RTM Sikasso de Oumar Maïga. À travers la pose de la première pierre du centre de formation professionnelle de Yorosso, le secrétaire général de la présidence, représentant du chef de l'État, et le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi viennent de concrétiser une promesse du président de la République, son Excellence Amadou Toumani Touré, de doter le secteur de Yorosso d'un véritable outil privilégié de développement économique et de lutte contre la pauvreté et le chômage des jeunes. On a besoin d'espaces de formation. Et c'est des espaces de formation qui sont aussi très proches des populations. Et vous avez entendu, on a parlé de maraîchage. Les gens font le maraîchage ici, mais le maraîchage qu'ils vont apprendre dans ce centre-là va améliorer. Ce maraîchage va améliorer certainement leurs conditions de vie. Donc on reprend les mêmes activités qui sont réalisées chez nous, mais nous les faisons autrement. D'un coût d'environ 225 millions de francs CFA pour une durée de 10 mois, dont 7 pour les travaux de génie civil d'un montant de 164 millions de francs CFA, et 3 mois pour l'équipement fixe pour un montant de 60 millions de francs CFA, avec comme maître d'ouvrage délégué l'Assemblée régionale de Sikasso. Le centre de formation professionnelle de Yorosso est bâti sur une superficie de 5 hectares. Mais en fait, les éloges sont plus à porter et plus à faire aux populations de Yorosso. Elles sont plus à faire aux autorités maliennes
qui ont choisi d'étendre cette marche de solidarité entre le gouvernement luxembourgeois et le gouvernement malien à une partie du Mali qui avait besoin qu'on vienne l'accompagner. La réalisation du centre de formation professionnelle à Yorosso est la preuve de l'engagement constant du président Amadou Toumani Touré en faveur de la formation professionnelle. Cette structure devrait permettre à moyen terme, à long terme, de développer, de favoriser le développement du cercle de Yorosso, et qui malheureusement, je le répète, est un des cercles très très difficiles. Alors donc je pense que le président, qui est très très sensible aux souffrances des populations à l'intérieur du pays, a conçu ce programme et dont aujourd'hui Yorosso est en train de bénéficier. La présentation du plan d'implantation suivi de remise des cadeaux de reconnaissance au président de la République Amadou Toumani Touré et la représentante du luxe développement de Yorosso ont bouclé les activités de la pose de la première pierre du centre de formation professionnelle de Yorosso. Journée de concertation sur le plan d'affaires du projet Youth Entreprise Generator au profit de l'Institut national de la jeunesse et des sports. Ce nouveau programme vise à éduquer et à appuyer la jeunesse à travers des formations professionnelles. Djemba Moussa Konate. La promotion de l'emploi des jeunes constitue une priorité pour le Mali. Pour ce faire, plusieurs actions ont été entreprises au niveau des différents départements ministériels, dont celui de la jeunesse et des sports, pour la promotion de l'emploi. L'élaboration de ce projet dénommé Youth Entreprise Generator s'inscrit selon les initiateurs dans la dynamique d'éduquer, d'inspirer et d'appuyer la jeunesse à travers la formation. Youth Entreprise Generator est un engagement fort du ministère de la jeunesse et des sports à relever le défi de la problématique du chômage. Nous sommes sûrs que ce combat est l'idéal de tous les participants à cette concertation. C'est pourquoi nous sollicitons solennellement votre adhésion et votre contribution afin que ce projet soit une réussite. C'est dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs du projet que l'Institut national de la jeunesse et des sports a été choisi. L'entrepreneuriat est un élément constitutif d'unité d'enseignement, de formation, des sciences et techniques, de techniques de formation professionnelle de chacune des filières, donc un module transversal à tous les élèves et étudiants de l'Institut national de la jeunesse et des sports. Youth Entreprise Generator a comme composante l'entrepreneuriat et la formation modulaire. En 5e région, le directeur de CARE Nederland vient de visiter certaines zones d'intervention du programme d'aménagement du delta intérieur du Niger. Ce programme exécuté par CARE International au Mali a déjà mené certaines activités, notamment dans les domaines des périmètres irrigués villageois et du maraîchage. Le visiteur du jour s'est dit impressionné par les activités menées. Le reportage de Moustapha Doumbia. C'est par le village de Kunti Marka, dans la commune de Femaye, cercle de Djéné, que le directeur de CARE Pays-Bas a entamé cette visite dans les zones d'intervention du programme d'aménagement du delta intérieur du Niger. À Kunti Marka, le PADIN a réalisé un périmètre irrigué villageois d'une superficie de 30 hectares. Ce périmètre est actuellement exploité par 460 producteurs, dont 106 femmes. Deuxième lieu visité, c'est le magasin du programme PADIN à Sévaré, où sont gardées 24 motopompes commandées par le programme et destinées aux périmètres irrigués villageois. La visite du directeur de CARE Pays-Bas s'est poursuivie dans la plaine de Féobogo dans la commune de Kona, les jardins maraîchers de la localité et celui de Komio dans la commune de Djambakourou. Les périmètres qui ont été construits sont vastes. Et on peut voir déjà les résultats. Ce qui m'a donné une bonne impression et aussi une bonne base pour le dialogue que j'ai régulièrement avec les bailleurs de fonds chez nous, avec notre gouvernement, le ministère des Affaires étrangères et aussi ici l'ambassade des Pays-Bas au Mali. Autre aspect important de ce séjour du directeur de CARE Pays-Bas en 5e région, c'est la remise symbolique d'une voiture par le programme PADIN à la direction régionale du génie rural de Mopti qui accompagne les PADIN dans la réalisation d'infrastructures hydro-agricoles. Occasion pour l'autorité régionale d'apprécier les actions du programme. Je peux dire que cette fois-ci, ça a un caractère beaucoup plus enthousiaste en termes, n'est-ce pas,
de production que nous allons pouvoir avoir en vue de faire face bien évidemment à la situation de crise alimentaire qui est en train de se dessiner à l'horizon. Plusieurs autres personnalités ont pris part à cette visite, notamment le coordinateur de la conception et de la qualité des programmes de Caire Mali et le directeur régional de l'agriculture de Mopti. Coup d'envoi cet après-midi dans la capitale des Balanzans de la semaine de la créativité et de l'apprentissage des artisans de la région. Pendant une semaine, ils vont exposer au public les produits de leur savoir et profiter des expériences des autres à travers des conférences débats. La cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre de l'Artisanat et du Tourisme. De Ségou, la correspondance de Amigere Ogobaradolo. Suivez la créativité des artisans, agriculteurs, commerçants et diffuser leur savoir-faire dans un cadre d'échange interchambres consulaires. Voilà les objectifs de cette SECAB. La centaine de stands allant du vestimentaire à l'agroforesterie, en passant par la maroquinerie, la bijouterie, la poterie, l'agroalimentaire, la menuiserie, matériel et équipements, sont soumis à l'appréciation du consommateur malien durant 7 jours. La synergie entre les chambres sert à savoir la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, la Chambre régionale d'agriculture et de la coordination régionale des artisans de Ségou dans l'organisation de la présente édition de la SECAB est une étape importante vers l'atteinte de notre objectif commun de promotion d'une gestion collégiale des actions de développement de la région. Chaque SECAB a la particularité. La présente sera émaillée d'une série de conférences sur la formation professionnelle, l'insertion des jeunes et des femmes, les opportunités, le financement, la connaissance des chambres consulaires, entre autres. Sentiment de bonheur, sentiment de fierté, puisque je vis une exposition extrêmement riche et diversifiée. J'allais dire que ce n'est pas seulement la région de Ségou qui est là, c'est le Mali qui est là. Et je suis très fier de l'initiative et l'innovation qu'on apporte chaque année à cette édition. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut avancer. Il y a une dimension finale qui manque, c'est la commercialisation des produits. Il faut qu'on y réfléchisse rapidement pour pouvoir écouler que ces produits sont des produits de qualité. Le maire de la commune et le deuxième vice-président de l'Assemblée régionale de Ségou ont révélé leur vision partagée de faire de Ségou une région attractive, une puissance agricole et industrielle. Alimentaires locaux au cœur des débats dans le cercle de sang. C'était à la faveur d'un forum appelé Dumuni Kunafoni Blon, organisé par le Conseil de cercle en partenariat avec Helveta Suisse Intercoopération. Ce forum vise à sensibiliser les populations sur l'importance de la production locale dans l'amélioration de la qualité nutritionnelle. Moussoukoura Konate. Le cercle de sang est une zone de grande production agro-silvo-pastorale. Malgré ses potentialités, la malnutrition constitue une maladie endémique sur la quasi-totalité de l'étendue du cercle. D'où l'organisation irrégulière des séances de démonstration culinaire appelées Dumuni Kunafoni Blon pour inverser cette tendance par la valorisation des produits locaux. Cet espace se veut un cadre d'information, de sensibilisation et d'éducation sur l'hygiène et la nutrition des femmes et des enfants en vue d'atteindre la diversité du régime alimentaire. Cette démarche de valorisation des produits alimentaires locaux a provoqué des changements remarquables dans les habitudes alimentaires. Aujourd'hui, les résultats obtenus sont les suivants. 12 foyers nutritionnels sont mis en place. Un répertoire de personnes et ressources est disponible en hygiène et nutrition et en technique de transformation des produits laitiers. 10 recettes sont introduites et valorisées, dont 5 en transformation des produits laitiers et 5 en nutrition à partir de nos produits locaux. 12 villages de 5 communes du cercle de sang sont concernés par cette campagne d'amélioration de la nutrition. Le présent forum a été organisé par le Conseil du cercle en partenariat avec Helvetas et Suisse Intercoopération, les organisations paysannes et le projet PASA. La Caisse nationale d'assurance maladie, CANAM, a tenu ce matin son 4e conseil d'administration. L'état de mise en œuvre des recommandations de la 3e session, l'état d'exécution du budget de l'année en cours, le projet d'accord d'établissement sont entre autres les points inscrits à l'ordre du jour de ce conseil. Le projet de budget au titre de l'année 2011 se chiffre à plus de 30 milliards 500 millions de francs CFA. Agali Agagissa. 12 000 prestations ont été effectuées par les 1215 structures engagées dans la mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire AMO.
Ces activités sont inscrites à l'ordre du jour de cette 4e session du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie CANAM, 2e du genre au titre de l'année 2011. Pour le démarrage effectif des prestations, certaines activités ont été menées par les acteurs. Avant le démarrage des prestations, des supports indispensables ont été élaborés et validés, à savoir la nomenclature et la certification des actes médicaux et de biologie dans le secteur public et privé, la liste et la codification des pathologies conformément à la classification internationale des maladies. Cependant, la mise en œuvre de l'AMO connaît des difficultés. Aujourd'hui, plus de 16 000 personnes ont manifesté leur non-adhésion à l'AMO, une réticence qui peut s'expliquer par diverses raisons. L'insuffisance du rôle de relais d'information et de sensibilisation des services techniques, des organisations syndicales des travailleurs et d'employeurs et des organisations de la société civile. Le non-paiement des cotisations de certaines personnes assujetties, notamment le personnel militaire et les fonctionnaires des collectivités territoriales. Au regard de ces difficultés, le gouvernement a envisagé des solutions idoines, dont le forum d'information et de sensibilisation organisé le 26 septembre dernier à Ségou. Ces problèmes ont notamment une incidence négative dans la concrétisation du premier projet de budget de la structure qui se chiffre à plus de 30,5 milliards de francs CFA. Le taux d'exécution des recettes est de 43,75% et 17,18% pour les dépenses. La mission de coopération de la médecine cardiovasculaire d'Angers est à sa 3e édition au Mali. Cette mission aide tous les ans l'hôpital du Point-G à opérer des enfants âgés de 3 à 5 ans atteints de problèmes cardiaques. Diamba Moussa Konati. L'objectif de cette conférence de presse était d'une part d'expliquer les idéaux de notre mouvement, le GRAIN, ensuite de faire un plaidoyer pour que la jeunesse malienne puisse s'engager dans le processus politique. Et troisièmement, c'était pour dire notre position par rapport aux élections présidentielles de 2012. Quelle est votre position par rapport aux élections présidentielles de 2012 ? Le GRAIN, donc le groupe de réflexion et d'initiative nouvelle, a décidé d'accompagner la candidature de M. Soumaïla Cissé. Et les principales raisons qui ont prévalu à ce choix sont, entre autres, notre caractère panafricain, l'idéal panafricain de ce mouvement, qui cadre parfaitement avec la dimension panafricaine de l'homme. M. Soumaïla Cissé a servi pendant pratiquement 9 ans, lui et moi, et nous pensons que cette raison est une raison essentielle. Ce qu'il propose en termes de changement, le renouveau dans la continuité, qui est en phase avec ce que nous proposons au sein du GRAIN, c'est-à-dire le changement dans la continuité. Quel est le bilan de votre lutte pour le soutien de ces réformes constitutionnelles ? Alors, depuis que nous nous sommes engagés à soutenir ce projet, nous avons mené plusieurs actions de sensibilisation sur le terrain. Nous avons sillonné plusieurs communes. Nous avons discuté de la pertinence des enjeux de cette réforme-là et nous avons invité à voter oui. Voilà, vous avez compris, c'était plutôt le groupe de réflexion et d'initiative Nouvelle GRAIN qui décide de soutenir Soumaïla Cissé aux élections présidentielles de 2012. Le président du GRAIN l'a fait savoir hier au cours d'une conférence de presse. Vous l'avez écouté, Al-Hussein Meiga était au micro de Brahima Koni. La mission de coopération donc de la médecine cardiovasculaire d'Angers qui a sa 3e édition dans notre pays. Cette mission aide tous les ans l'hôpital du Point-G à opérer des enfants âgés de 3 à 5 ans atteints de problèmes cardiaques. Le reportage de Demba Moussa Konaté dans nos prochaines éditions. Le lancement de la 3e édition du projet Un livre pour demain est prévu pour le mois de janvier prochain. En prélude à cet événement, le coordinateur du projet a animé une conférence de presse à l'Institut français de Bamako. Objectif, présenter le projet aux journalistes et leur parler des innovations majeures apportées en cette 3e édition. La conférence de presse a été marquée par une projection de films et des prestations de quelques poètes. Demba Moussa Konati. Le projet Un livre pour demain est une initiative de la Bibliothèque sans frontières qui vise à favoriser le dialogue intellectuel et de rendre le livre plus attractif pour les jeunes du Sud comme ceux du Nord. Dans ma famille, on est tous heureux. On est pauvres mais pas paresseux. Les riches sont souvent malheureux.
Ce projet a également comme objectif favoriser la créativité et l'expression personnelle des bénéficiaires et de sensibiliser les élèves aux problématiques de l'accès au savoir dans les pays du Sud. À travers cette initiative de Bibliothèques sans frontières, le projet Un livre pour demain veut créer des ponts entre la lecture et le quotidien des populations et notamment les plus jeunes. Un livre pour demain est un projet culturel qui met en contact les écoles du Mali à celles de France et d'Haïti. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e édition. Donc, durant toute l'année, les élèves vont pouvoir échanger via Internet et ensuite ils participeront à des ateliers d'écriture pour essayer d'écrire des textes poétiques et ensuite qu'ils pourront déclamer sur scène. Et à la fin, nous allons pouvoir publier 3000 exemplaires de tout ce que les élèves auront écrit. L'innovation majeure pour cette 3e édition est celle de l'admission de Haïti au projet. La pertinence de ce projet est double puisqu'elle intègre à la fois la composante solidarité internationale en permettant l'accès à la lecture et au TIC au profit des élèves maliens et haïtiens. La deuxième composante est la promotion du pluralisme culturel. Celle-ci favorise le dialogue intellectuel entre les jeunes français et maliens avec la mise en place d'une dynamique de créativité autour de la poésie. À travers ce projet, les initiateurs veulent former les écrivains du futur. Témoin, c'est le thème d'une exposition photo qui a débuté hier au nouveau centre de la Médina dans le quartier Médina Koura, en commune 2 du district de Bamako. Ce thème désigne la dernière touche d'un artiste à son œuvre. Il s'agit tout simplement des expositions à durée indéterminée qui retracent la vision des photographes sur leur environnement. La présente exposition regroupe les œuvres des photographes de certains pays africains. Les photos parlent de l'immigration, de la corruption, de la pauvreté et bien d'autres sujets d'actualité. Mohamed Diarra. Le réseau Arterial Network ajoute une corde à son arc dans le domaine de la culture. En effet, après les ateliers de formation des opérateurs culturels, le réseau vient avec un nouveau concept intitulé « Finissage de l'exposition ». Entendez par ce vocable la dernière touche qu'un artiste apporte à son œuvre. Il s'agit pour les artistes photographes d'avoir un dialogue interactif avec leur environnement. Ce nouveau concept est importé de l'Allemagne. On s'est dit, au lieu d'organiser un décrochage classique, où simplement on enlève les photos, on va appeler les experts nationaux afin de faire un échange entre les œuvres et les interprétations. C'est pourquoi il y a des critiques des photographes et des experts. Et parfois même ça donne lieu à de nouvelles formes de création. L'ouverture de cette exposition à Bamako est la dernière étape d'une tournée qui a commencé à Maputo au Mozambique avant d'arriver à Addis Abeba en Éthiopie. Ces œuvres sont réalisées par une dizaine de photographes de la sous-région. Aujourd'hui dans la photographie, nous voyons effectivement que ce que les photographes retracent sont beaucoup plus concrets. N'est-ce pas? Ils sont dans le réalisme, peut-être un réalisme spirituel. Donc c'est pour cela que je considère que la photo aujourd'hui c'est une nouvelle renaissance. Dans les jours à venir, les responsables du réseau artériel veulent faire de ce centre un complexe culturel, notamment à travers la création d'une médiathèque et bien d'autres espaces de promotion de la culture. Voilà qui met fin à cette édition. Toutes nos excuses pour les quelques désagréments rencontrés au cours de l'édition. Demain à 10h, vous retrouverez Ndei Sissoko. Excellente soirée à vous.